Le Cameroun est un pays bilingue. On y parle officiellement l'anglais et le français. Mais c'est pas tous les Camerounais qui parlent ces deux langues en même temps. Alors, écoutez mon histoire, ma petite histoire. Comment j'ai appris à dire un ou deux mots en français. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes avec le professeur Hubert Mononjana, philosophe, ancien président du conseil d'administration de la Sociladra, qui nous entretiendra sur l'évolution du Cameroun de son indépendance à nos jours. Bonsoir Hélène. Bonsoir Clara. Bonsoir professeur. Bonsoir. Quand le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, vous étiez déjà de ce monde. Et 50 ans plus tard, pensez-vous que les deux régimes, en l'occurrence le feu président Amadou et du président actuel, son excellence Paul Biya, ont des similitudes? Sinon, quelle est la différence entre les deux régimes? Bien, j'avais 12 ans quand le Cameroun passa à l'indépendance. J'ai fait le défilé sur la place publique, à l'hippodrome, on appelait. J'étais en 6e. Bon, je ne m'intéressais pas à la politique, mais aujourd'hui, je peux quand même essayer rétrospectivement de comparer les deux régimes. Tout d'abord, il y avait des similitudes parce que le président Biya, en prenant le pouvoir en 1982, avait qui se lançait dans la continuité pour ne pas trahir son illustre prédécesseur, disait-il. Donc vous voyez que d'après les dires du président Biya, c'était la continuité, c'était la continuation de l'action du prédécesseur. Mais quand même, même si deux hommes se ressemblent, ils sont quand même différents. Le second a donc apporté une tonalité nouvelle dans la direction du pays. Le premier étant crédité d'une tendance autocratique, c'est-à-dire un peu autoritaire, quoi. Le second a essayé d'ouvrir un peu, d'abord du monopartisme que le président Ahidjo avait cultivé. Le second a entraîné le Cameroun vers le multipartisme. Donc l'ancien régime était autoritaire, le second régime est un peu plus libéral. Il y a plus de liberté de presse. Les gens s'expriment librement. Certains insultent même le président de la République dans les journaux et on ne les met pas en prison. Ce n'était pas imaginable au temps du président Ahidjo. Donc vous voyez, il y a un changement. Et nous sommes un peu plus... Nous sommes tombés dans la mondialisation, caractérisée par le néolibéralisme. Donc le Cameroun devait suivre le mouvement et accroître le régime de liberté par les lois de 90. Donc voilà la différence un peu. Sur le plan économique, pouvez-vous nous expliquer le passage du Cameroun de pays à revenus intermédiaires à pays pauvres très endettés? Oui, bon, nous sommes un pays à revenus intermédiaires et brusquement, on parle, je ne dis pas qu'on devient, on parle d'un pays pauvre et très endetté. Mais nous ne sommes pas en réalité devenus pauvres et très endettés dans notre vie quotidienne. C'était des mécanismes économiques pour bénéficier quand même des facilités auprès des bailleurs de fonds. Il fallait donc faire preuve d'une grande discipline économique. On a réduit le train de vie de l'État en limitant l'usage du véhicule administratif, en limitant l'usage du téléphone, etc. Et cette réduction du train de vie, qui était d'ailleurs exigée par ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, les PAS, eh bien, il a fallu donc que le Cameroun redevienne un peu plus économe, qu'il soit moins dépensier et qu'il fasse des efforts
dans les produits d'exportation, qu'on travaille beaucoup, qu'on dépense moins. Et ainsi, les bailleurs de fonds pourraient nous inscrire dans le régime des pays pauvres et très endettés. Régime qui nous permet donc d'avoir des facilités de paiement. C'est-à-dire, on réduit la dette du Cameroun. Vous savez que par mois, je ne suis pas économiste, mais par mois, pour payer la dette extérieure, on dépensait des dizaines de milliards, peut-être 20 milliards chaque mois pour payer la dette extérieure. Bon, maintenant, en faisant des efforts économiques, en réduisant le train de vie, en étant un peu disciplinés, eh bien, les bailleurs de fonds vont nous remettre la dette. C'est-à-dire nous n'aurons plus à payer 20 milliards par mois et ces 20 milliards vont rester sur place. Grâce à cela, donc, on va pouvoir développer des projets dans tous les secteurs, l'agriculture, la santé et les transports. Donc, le fait d'être classé parmi les pays pauvres très endettés, bon, les gens se sont fâchés parce qu'ils avaient honte, ça nous déshonorait. Mais en fait, c'était un mécanisme pour pouvoir bénéficier de la remise des dettes. Et au lieu d'exporter notre argent pour payer la dette, on nous fait la remise des dettes, l'argent circule sur place et on se développe davantage. Donc c'était un avantage. Et réussir à être classé parmi les pays pauvres très endettés était avantageux. Professeur, sur le plan social, pourquoi, d'après vous, les jeunes n'arrivent-ils pas à s'intégrer dans la société après l'obtention de leur diplôme? Bien, si les jeunes n'arrivent pas à s'intégrer dans la vie active, malgré les parchemins qu'ils ont obtenus à l'école et dans les universités, c'est tout simplement parce que les possibilités d'emploi ont été réduites à cause de la crise. La grande crise qui a frappé le Cameroun dans les années 80. Donc vous là, vous avez l'âge, vous êtes né avec la crise. Je ne sais pas si c'est vous qui avez apporté la crise, mais quand vous êtes né, la crise aussi est venue au Cameroun. Alors, dans cette situation de crise, vous comprenez qu'il y a des sociétés qui ont fermé, il y a des entreprises qui ont fermé, les revenus de l'État ont diminué, l'État n'arrive plus à recruter, le grand recrutement de l'État a eu lieu en 85-86, je crois, les 1500 diplômés qu'on a pris à la fonction publique. L'État n'est plus capable. Et vous allez vous apercevoir qu'on a dû, sur la demande des plans d'ajustement structurel, on a dû fermer les écoles d'infirmières. On a fermé les écoles d'instituteurs. Bon, certains parmi nous ont critiqué ces mesures-là parce qu'un pays qui se développe n'a pas à fermer les écoles d'infirmières. Ça va réduire les possibilités de la santé publique. N'a pas à fermer non plus les écoles d'instituteurs. Ça va réduire les capacités d'alphabétisation et de développement. Mais en tout cas, c'était les conditions très dures. Eh bien, les jeunes n'arrivent non plus à trouver de la place. Parce que l'emploi, la stratégie du plein emploi n'est plus possible. Voilà pourquoi les jeunes ont eu des difficultés. Et à tout malheur est bon. Ça a permis, ça a inspiré à l'État d'instituer un système de formation qu'on appelle formation professionnalisante. C'est-à-dire, on forme désormais les jeunes gens pour qu'ils soient capables d'auto-emploi en sortant des écoles, qu'ils aient eu une formation professionnelle. Aujourd'hui, en philosophie, mes étudiants sortaient d'un cours, avant ce rendez-vous, ils sortaient d'un cours sur la création des entreprises. Ouais, même les philosophes qui travaillent seulement sur les idées, on leur donne un cours pour la création des entreprises parce qu'à la sortie, s'il n'a pas trouvé un emploi à la fonction publique ou bien dans un lycée pour enseigner, il va falloir qu'il ait assez de dynamisme pour imaginer un projet quelconque et s'auto-employer en employant même les autres. Que pensez-vous de la contrefaçon des œuvres artistiques au Cameroun? Pourquoi est-ce que ce fléau est-il tant si répandu? Il y a eu irruption sur le marché artistique de certains criminels culturels qui ont des moyens, qui ont des capitaux pour prendre les œuvres originales et les reproduire très rapidement et en très grande quantité et les vendre à vil prix, de sorte que les œuvres originales, personne ne les regarde plus parce que le Camerounais moyen cherche à acheter des produits moins chers.
même s'ils sont de mauvaise qualité, parce qu'effectivement, les œuvres piratées, dans la musique par exemple, ou dans le cinéma, sont de très mauvaise qualité. Parfois, ça abîme même les lecteurs, mais les gens ne le savent pas. Mais quand cela ne tienne, les gens foncent massivement vers des produits de très mauvaise qualité parce qu'ils sont piratés. Alors l'artiste ne vit plus de son produit. Voilà la première plainte des artistes. Mais aussi, il y a les problèmes dans la répartition des droits, n'est-ce pas? Les sociétés de gestion collective font une répartition qui ne respecte pas les règles de l'art. Parce qu'il y a des techniques pour répartir le droit d'auteur, les redevances du droit d'auteur. On donne à ceux dont les œuvres sont exploitées. Parce que si vos œuvres ne sont pas exploitées, vous ne pouvez pas percevoir les droits d'auteur. Ce qu'on paye dans le droit d'auteur, c'est l'exploitation effective de vos œuvres. Par exemple, nous les écrivains par exemple, on exploite nos œuvres dans les universités, dans les écoles. Vous voyez, Marcin Toa, par exemple, qui a écrit l'essai sur la problématique de la philosophie dans l'Afrique actuelle, on enseigne ça, le professeur vient le matin, il ouvre le livre Marcin Toa et se met à enseigner. Eh bien, cette école, l'école dans laquelle travaille ce professeur, doit payer les droits d'auteur à Marcin Toa parce qu'il y a eu exploitation publique de son œuvre. De même, un morceau de musique qui passe à la télé ou à la radio fait l'objet d'une exploitation publique. C'est à ce titre qu'on paye la redevance du droit d'auteur. Ça veut donc dire que la société de gestion collective du droit d'auteur collecte la redevance. Et lorsqu'elle a tout collecté auprès des usagers, de ceux qui utilisent les œuvres, elle doit maintenant s'asseoir et vérifier l'œuvre de qui a été exploitée et lui affecter donc une certaine somme d'argent. Mais tout se passe aujourd'hui selon vraiment la loi de l'amour et du hasard. C'est-à-dire, on paie parfois à ceux dont les œuvres ne sont pas exploitées, on ne paie pas à ceux dont les œuvres sont exploitées, on fait l'inverse, etc. Bref, n'importe quel critère rentre en ligne de compte, sauf les critères techniques. Et ça fait que les artistes peuvent également se plaindre de ne pas vivre de leur art, par suite de mauvaise gestion. Donc, par suite d'abord de la piraterie, qui fait que votre œuvre originale, qui coûte 3 000 francs, elle va dormir dans un kiosque, et les vendeurs ambulants vont la vendre à 400 francs, parfois à 300 francs. Et tout le monde va se jeter là-dessus par rapport à votre œuvre originale qui coûte 3 000 et qui devrait vous faire vivre et votre famille. Donc il s'agit là d'une grande criminalité qu'il faut réprimer de la façon la plus sévère. Mais j'ai l'impression que l'État ne veut pas bien regarder cette affaire. Parce que quand l'État veut une chose, il l'obtient. Rappelons que vous avez été président du conseil d'administration de la Sociladra. Alors, quels ont été les problèmes que cette société a jadis rencontrés? Pourquoi cette chute de la Sociladra? Bon, la Sociladra vit en ce moment ses pires difficultés. Les pires difficultés de la Sociladra viennent de ce que c'est une société. Le sigle Sociladra veut dire Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques. Une société comme celle-là doit donc être dirigée par des écrivain, par des auteurs. C'est une société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. On ne commence pas par les droits voisins, mais il se trouve que c'est les droits voisins qui dirigent en ce moment la Sociladra, c'est-à-dire ceux qui exécutent les œuvres des autres, on l'appelle les droits voisins. Une danseuse exécute les créations d'autrui. Elle n'est donc pas le danseur, n'est donc pas auteur. D'abord, c'est une société de littéraires. Il fallait donc un écrivain chevronné pour diriger cette société. Malheureusement, la personne qui avait fait le coup d'État et qui avait arraché la société par la force n'était pas écrivaine. Elle vient de faire sur le tard un roman qui s'appelle Une nuit dans le Sissongo, un roman dont la moralité est un peu douteuse. Rapidement, pour justifier, mais c'est tard. Quand vous faites une œuvre, une création de justification, on le sent. Et quand une création sort de votre libre inspiration, on le sent aussi. Et c'est ça le vrai écrivain. Et non pas l'écrivain qui écrit pour se justifier. Ça fait donc que, n'ayant pas la formation, ni l'ancienneté voulue, parce que cette personne a fait le coup d'État avec un an d'ancienneté. C'est un scandale dans le monde du droit d'auteur. Et cette personne n'avait pas ni la formation, ni la capacité de gérer. Ça fait qu'aujourd'hui, la société est dans la rue, les gestionnaires se sont fait chasser de la maison
qu'ils avaient loué en disant qu'ils allaient faire une meilleure gestion. J'avais une maison qui coûtait 1 300 000 par mois et qui était très bien placée, qui au plan du marketing, c'est la maison que nous méritions. Et ils ont fait le coup d'état, ils ont dit qu'ils savent mieux gérer, ils ont amené ça au sous-quartier pour payer 500 000. Et là encore, on vient de les chasser. Donc le problème est que le mandat de nos remplaçants est terminé depuis janvier 2010. Car ils ont fait le coup d'état en janvier 2007. Eh bien, ils ne veulent pas convoquer l'Assemblée générale. Parce qu'on va les juger sur pièce. Parce qu'ils ont démoli. Ils ont démoli complètement la Sociladra. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. La Sociladra, je l'ai amenée à Paris, la faire admettre à la CISAC. La CISAC, c'est comme la FIFA pour les sportifs. Et nous sommes donc admis à la CISAC par mon action personnelle. Et on a admis la Sociladra dans la CISAC parce que j'avais amené un dossier très bien monté à Paris, et avec des méthodes de gestion et des méthodes et le système de répartition qui étaient tout ce qu'il y a de très correct. Mais aujourd'hui, si la CISAC fait une petite enquête, je crois qu'on va exclure la Sociladra, et j'ai peur de cela. Voilà pourquoi nous réclamons la tenue d'une nouvelle Assemblée générale pour que les gestionnaires actuels nous rendent compte qu'est-ce qu'ils ont fait de la société, qu'est-ce qu'ils ont fait des sommes perçues et qui sont colossales. Vous savez que tout à fait par chance, j'ai eu les relevés de compte de tout l'argent que ces gens recevaient dans le monde entier. J'ai tout ça. Mais c'est énormément beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas deviner. Mais c'est très criminel que cet argent ait été dilapidé sans mettre les gestionnaires, les comptables de la société au courant. Ceux qui avaient la clé de la boîte postale et la signature à la banque prenaient tout cet argent et faisaient la grande vie avec ça, les grandes voitures, les grandes maisons, etc. Pendant que les artistes mouraient de faim. Il est question, parce que moi j'ai eu tous ces relevés de compte, il est question de demander à ces gens-là de rendre compte, de dire aux artistes en assemblée générale qu'est-ce qu'ils ont fait de tant d'argent perçu. Comment percevez-vous l'élimination précoce des Lions indomptables lors de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010? J'ai l'impression que chaque équipe a un moment de gloire, un moment de grandeur, un autre moment de déclin. Nous avons atteint le sommet du football africain. Et il est normal qu'on redégringole. Et lorsqu'on va atteindre le creux de la vague, il est normal qu'on reparte encore. Mais seulement au moment du déclin, nous sommes des hommes après tout, on est un peu triste, on est attristé, on est parfois fâché. Fâché de ce que nous croyons être des erreurs. Les erreurs par exemple de Paul Le Guen, l'entraîneur, qui ne veut écouter personne. Il est imbu de sa personne, de son savoir technocratique, et il gagne beaucoup trop d'argent aussi. Et ça peut changer la personnalité de quelqu'un, l'argent. Alors il n'écoutait plus personne. Vous savez, dans un domaine social comme le sport, il faut un certain dialogue, il faut mutualiser les réflexions, il faut délibérer avec les gens, avec le public. Le public a une certaine sagesse, une sagesse naturelle, une sagesse spontanée. Le public dit à Paul Le Guen, nous voulons une équipe composée de tel. Lui, il fait une option contraire. Il a choisi de mettre des jeunes gens, n'est-ce pas? Des jeunes gens qui n'avaient pas une grande expérience internationale, je veux dire. Et il a mis le cap sur la jeunesse dont vous parliez tout à l'heure. C'est bien gentil. Mais seulement nous voulons les victoires. Et vous avez vu au premier match, il a mis les gens d'expérience à la fin. Le cours du match a changé. Et au deuxième match, il les a remis tous. Et le match était différent. Sauf que nous n'avions pas la baraka. Parce que tous les tirs butaient sur la barre. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est arrivé. On n'avait pas la chance, on n'avait pas la baraka. Comme disent là. Donc c'est ça qui est arrivé. Bon, maintenant, on va sans doute remonter un jour. Et pour moi, il faudrait peut-être qu'on mette des entraîneurs camerounais. Qu'on essaye des entraîneurs camerounais. On ne peut pas continuer à fonctionner avec les étrangers pour un domaine aussi simple que le foot. Pour faire la bombe atomique, par exemple, nous n'avons peut-être pas de physiciens, n'est-ce pas? Pour faire la physique nucléaire, on peut avoir recours pour le football. Il n'y a que le ballon et il y a deux pieds, vous savez.
quelle est la technique qui peut dépasser l'intelligence d'un bon observateur? Vous placez les 11 joueurs, chacun à 2 pieds, il n'y a qu'une balle. Où est le mystère pour aller toujours chercher des étrangers qui viennent faire à leur guise? Ouais. Voilà, pour moi, c'est bien fait qu'on nous ait tapé dessus comme ça, qu'on nous ait éliminés. Ça nous permet de réfléchir aussi. Et je crois qu'au terme de la réflexion, on trouvera des stratégies, d'abord les stratégies qui plaisent à tout le monde et qui soient un peu plus efficaces. Professeur, comment percevez-vous l'organisation des festivités du cinquantenaire? Le cinquantenaire a été un grand moment pour le Cameroun. Les amis du Cameroun sont venus du monde entier pour venir célébrer ce grand événement. Et il fallait effectivement le célébrer parce que 50 ans, c'est un découpage dans le temps qui vaut la peine. 10 ans, vous savez, les gens célèbrent les anniversaires de mariage. Bon, les petits anniversaires, c'est chaque année. Mais les anniversaires de mariage, c'est de 10 ans, 25 ans, les noces d'argent, les noces d'or, etc. Mais pour un État, l'État devait effectivement célébrer ses noces d'or avec la liberté. Le Cameroun s'est marié avec la liberté en 1960. Et 50 ans après, il est normal qu'on fête les noces d'argent. Maintenant, comment ça a été organisé? Ça a été organisé, le chef de l'État a voulu que l'événement soit grandiose. Il a sorti beaucoup d'argent qu'il a confié au chef du cabinet civil, le ministre Belling Boutou, pour organiser donc concrètement l'anniversaire. Et on a confié, c'est le volet qui m'intéresse, l'organisation des conférences à notre ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, qui a fait un grand symposium. Mais malheureusement, nous avons vu beaucoup d'étrangers officiers. Beaucoup d'étrangers ont officié dans ce symposium comme si c'était eux qui étaient les hommes du jour. Alors que c'est nous qui célébrions une fête qui était nôtre. Bon, la présence de personnes étrangères en très grand nombre par rapport aux Camerounais, je parle des acteurs, hein, ceux qui agissaient, qui prennent la parole, je ne parle pas des badauds qui étaient dans la salle. Cette intervention massive des étrangers nous a posé quelques problèmes à nous, les nationaux. On a constaté aussi que les invitations n'arrivaient pas à temps. Nous autres ici à l'université, nous n'avons pas pu avoir les invitations pour aller assister au colloque à l'hôtel Hilton et encore moins au palais des congrès. Les rues étaient barricadées par la police, il fallait avoir le badge, etc. Et ça a manqué une certaine dimension populaire. Une certaine dimension populaire a manqué à ces événements. Bien sûr, quant aux manifestations publiques, les orchestres publics, les spectacles publics, bon, il y avait beaucoup de badauds. Mais nous, les intellectuels, ne sommes pas des badauds. Il fallait donc qu'on organise un accès facile aux intellectuels pour qu'ils aillent effectivement contribuer. Mais en tout cas, le cinquantenaire n'est pas fini. Ça dure 12 mois. Nous pensons que d'autres manifestations de caractère intellectuel auront lieu et on pourra mieux les organiser. Merci professeur d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et j'espère que votre exercice va donner un bon résultat. Au revoir Hélène. Au revoir Clara. Au revoir chers téléspectateurs et merci d'avoir été des nôtres. Des milliards de francs étaient détournés, la ceinture des peuples serrée, la corruption. La corruption, c'est pas la raison.